Le feu russe a redoublé d'intensité ces dernières 24 heures sur l'est de l'Ukraine. Lysychansk est l'une des 40 villes bombardées par l'artillerie russe dans le Donbass. La police locale a pris le relais des troupes ukrainiennes pour quadriller cette ville et venir en aide à la population. Selon le gouverneur de la région, au moins 150 personnes ont été enterrées dans une fosse commune à Lysychansk. À Severodonetsk, dont les unités russes sont de plus en plus proches, les autorités disent que 90% des habitations ont été endommagées. Et le président Zelensky reconnaît que l'ennemi est nettement supérieur en équipement et en nombre de soldats. De son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé les informations selon lesquelles des batteries de missiles balistiques Iskander ont bien été déployées au Bélarus, à la frontière avec l'Ukraine. Actuellement, au forum de Davos, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a évoqué des discussions avec les Nations Unies et la Turquie sur l'ouverture d'un couloir d'exportation de céréales, aujourd'hui impossible avec le blocus russe sur les ports ukrainiens, comme sur ces images à Odessa. Tolia et Sacha vivaient près de Kherson en Ukraine quand leur vie a basculé. Sur ces images satellites, ils nous montrent où se trouve leur maison dans un village désormais sous occupation russe. Là, c'est ma maison et mon vélo. C'est ton vélo, là? La famille a dû fuir quand les soldats russes se sont approchés trop près. Au début, nous vivions dans notre village, puis ils sont arrivés. Ils voulaient prendre notre voiture. Ils sont entrés dans la cour avec des mitrailleuses et ont commencé à poser des questions sur la voiture. Diesel ou un autre carburant? Je leur ai dit que la voiture fonctionnait à l'essence. Ils ont commencé à dire que la paix soit avec vous. Et je leur ai répondu, avant que vous veniez en Ukraine, nous avions la paix sur notre terre. Tout allait bien pour nous jusqu'à ce que vous veniez. Je leur ai dit, je ne vous ai pas invité dans ma cour, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi. N'effrayez pas mes enfants, mes proches. Ils se sont retournés et sont partis, mais ils ont dit à mon voisin qu'ils reviendraient et me parleraient d'une autre façon. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ce qu'ils disent. S'ils ont dit qu'ils le feraient, ils le pensaient. Alors nous avons fait nos valises et nous sommes partis. À 14 ans, Tolia a laissé derrière lui son vélo, ses amis et ses souvenirs, comme des dizaines de milliers de personnes qui ont fui Kherson et d'autres régions actuellement contrôlées par les Russes. Les occupants travailleraient à la réouverture des écoles avec un nouveau programme russe. Les résidents qui sont restés se verront offrir des passeports russes. Signe de l'intention de Moscou de s'établir de manière permanente dans les territoires qu'ils occupent. D'après vous, qu'est-ce qui va arriver à l'Ukraine? Nous vaincrons, la guerre finira, l'Ukraine va gagner. Et nous prendrons notre Crimée, le Donbass. Mais combien de temps cela va-t-il prendre? Il n'est pas certain que des enfants comme Sacha et Tolia aient la chance de grandir dans un pays en paix. Avec la guerre en Ukraine, la barre des 100 millions de déplacés dans le monde a été dépassée pour la toute première fois. Depuis le début de l'invasion russe, 6,5 millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir à l'étranger. Comme l'a annoncé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ce week-end, la guerre en Ukraine et d'autres guerres ont désormais porté le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits humains et les persécutions à un niveau record de plus de 100 millions. Depuis maintenant 3 mois, des milliers de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine sont passés par le poste frontière de Medica pour rejoindre la Pologne. En plus des réfugiés, plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Au total, plus de 14 millions de personnes, soit près d'un tiers de la population ukrainienne, ont été contraintes de fuir leur foyer. Aucune ville d'Ukraine n'est sûre pour nous, c'est donc une question de chance que nous soyons en sécurité ou pas.
Le prince Charles s'est rendu mercredi dans la capitale roumaine pour rendre visite à des réfugiés ukrainiens qui viennent quotidiennement ici, au centre de Don Rome Expo, pour recevoir des aides. Les ministres de l'énergie et du climat du G7 sont réunis jusqu'à ce vendredi à Berlin en Allemagne pour discuter des mesures à prendre pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Pour le ministre allemand de l'économie et de la protection du climat, il ne faut pas opposer les crises mondiales les unes aux autres. Les deux grandes crises structurelles de notre époque, le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité, sont à considérer ensemble. Elles ne peuvent pas être opposées l'une à l'autre, mais elles doivent être résolues ensemble. C'est ce que le gouvernement a compris et c'est aussi l'esprit de cette conférence. Le G7 envisagerait de s'engager à éliminer progressivement le charbon d'ici 2030, mais en coulisses, le Japon et les États-Unis seraient opposés. Nous ne pouvons pas tomber dans ce faux récit, selon lequel, à cause de l'Ukraine, il y a maintenant une excuse pour aller construire de nouvelles générations d'infrastructures. Notre mission ici est très claire. Au G7, nous devons nous préparer pour le G7, mais aussi pour le G20, parce que 20 nations représentent 80% de toutes les émissions dans le monde. Et si ces 20 nations ne se mobilisent pas, alors nous ne pourrons pas faire le travail. L'Allemagne, qui préside le G7, espère que le communiqué final abordera la crise climatique et énergétique, la biodiversité et la protection des mers, et qu'il enverra un message fort en faveur de l'économie circulaire. La saga du rachat de Twitter par Elon Musk continue. Après des doutes sur l'opération la semaine dernière, le milliardaire soufflant le chaud et le froid, le directeur général de Tesla revient à la charge en abaissant le montant de son emprunt. Elon Musk élève son apport à 33,5 milliards de dollars, 10 milliards de plus qu'au départ. Après l'annonce, l'action du groupe à l'oiseau bleu s'est envolée. Le titre a pris plus de 5% après la clôture à Wall Street. Les tensions entre la direction de Twitter et l'homme le plus riche au monde se sont multipliées depuis la proposition de rachat début avril. Cela faisait plus de 100 ans que de nombreux Irlandais attendaient cette décision historique. Le gouvernement britannique a présenté ce mercredi un projet de loi visant à faire de l'irlandais une langue officielle en Irlande du Nord. Alors que le parti nationaliste du Sinn Féin salue la décision de Londres, les unionistes s'opposent à cette évolution qu'ils considèrent comme une menace pour l'identité britannique de l'Irlande du Nord. Nous ne devons plus être des citoyens de seconde zone dans notre propre pays. La langue irlandaise sera beaucoup plus visible. Elle pourra être parlée devant les tribunaux. Cette législation vieille de plusieurs siècles sera supprimée. Le recensement de 2011 avait révélé que seuls 3,7% des résidents d'Irlande du Nord parlaient couramment l'irlandais. Mais depuis que le Sinn Féin a obtenu le ministère de l'Éducation, la langue irlandaise est revenue en force dans les écoles. Aujourd'hui, une quarantaine d'écoles enseignent la langue d'origine. À Belfast-Est, où vivent en majorité les protestants, le nombre de personnes qui apprennent l'irlandais augmente. Je pense que c'est un premier pas très important. Cette loi donne à la langue une reconnaissance officielle en Irlande du Nord pour la première fois depuis la fondation de l'État. Mais ce projet de loi ne satisfait pas tout le monde. À Belfast, des habitants opposés à la langue irlandaise estiment que le budget de 4 millions alloué pourrait être mieux dépensé ailleurs. Je n'approuve pas cette loi. J'ai été élevée en tant que Britannique. Alors je crois en l'identité britannique. Je pense vraiment que c'est un gâchis, parce qu'il y a très peu de gens qui parlent l'irlandais dans ce pays. Alors, quel est l'intérêt de cette loi ? C'est du gaspillage parce qu'ils pourraient mettre cet argent dans le système de santé publique qui en a vraiment besoin. L'introduction de la loi sur la langue irlandaise au Parlement britannique confère une reconnaissance officielle à une langue que les Anglais ont tenté de réduire au silence il y a 300 ans. Alors que les unionistes s'opposent à cette loi, affirmant qu'il s'agit d'une nouvelle concession faite aux nationalistes irlandais, des habitants de la région estiment que cette loi permettra non seulement de sauver un élément de la
culture irlandaise, mais aussi de promouvoir une langue qui était sur le point de disparaître. This is Ken Murray for Euronews, West Belfast in Northern Ireland.